Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Aujourd'hui, on va enfin parler de la façon dont l'agisme touche plus particulièrement les femmes. On verra d'abord plusieurs enjeux féministes en lien avec ce sujet, et ensuite on regardera un peu plus à quoi ça ressemble de vieillir dans une société sexiste. Petit rappel, je détaille beaucoup l'agisme dans l'épisode précédent, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, même si ça s'applique ici aussi. Je te conseille d'écouter les épisodes de cette mini-série sur l'agisme dans l'ordre. Tout ce que j'y disais reste valable, on va, entre guillemets, juste en rajouter une couche. Comme pour les autres épisodes de la série, j'ai mis plein de ressources sur le sujet dans un article dédié du blog. Mais pour cet épisode en particulier, je me suis appuyée principalement sur 2 ouvrages, Vieille peau, Les femmes, leur corps, leur âge de Fiona Schmidt et Age Matters, Realigning Feminist Thinking, un ouvrage collectif en anglais, je ne suis pas sûre qu'il soit traduit. Mais bref, je te recommande bien sûr la lecture de ces 2 ouvrages. Donc, les femmes âgées, on va d'abord voir pourquoi c'est un enjeu féministe bien particulier. Déjà, c'est un sujet qui est non pensé ou mal pensé par le féminisme bien souvent. Parce que le féminisme, dans son écrasante majorité, va se concentrer sur les expériences et les difficultés des femmes, disons, dans la première moitié de leur vie adulte. Les inégalités professionnelles, les enjeux liés à la maternité, les agressions sexuelles, le harcèlement de rue et tout ça. Des sujets absolument valables, on n'est pas en train de remettre tout ça en question bien sûr. C'est encore plus vrai pour le féminisme libéral qui se concentre beaucoup sur la possibilité de faire jeu égal avec les hommes dans le système capitaliste, sans vraiment aller remettre en cause les structures inégalitaires. Mais il faut bien comprendre que les enjeux peuvent être très différents pour les femmes entre la première et la deuxième moitié de la vie adulte. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. Et quand on se concentre seulement sur un groupe, les plus jeunes, ça fait qu'on oublie beaucoup de choses. Pour moi, il y a vraiment 2 façons de parler du sujet de l'âge et des femmes, de l'étudier, et il ne faut vraiment pas faire l'impasse sur l'un des deux, sous peine d'être un peu à côté de la plaque. D'un côté, puisqu'aujourd'hui on parle d'âge, il y a le jeunisme, donc le culte des valeurs associées à la jeunesse, les injonctions autour du vieillissement qui est perçu très négativement, des injonctions qu'on reçoit dès le berceau. Ce qui donne des femmes de 30-35 ans qui ont peur de faire trop vieilles sont victimes d'une forme de discrimination aussi, c'est un fait. Une discrimination qui n'est pas seulement liée à l'âge chronologique en soi, mais aussi aux injonctions relatives à la maternité, toutes les conneries autour de l'horloge biologique et tout et tout. Et ça engendre aussi plein d'histoires de marketing, les cosmétiques, la chirurgie esthétique, toutes les questions relatives aux critères de beauté. Ce qui est un sujet à part entière, je ne dis pas le contraire. Le problème se pose quand on en reste là, c'est-à-dire pour le féminisme notamment, surtout en parlant du point de vue de femmes, disons, d'une 30-40 d'années, qui, si jamais elles font la démarche de réfléchir à l'âge, vont surtout se projeter souvent dans leur future vieillesse telle qu'elles peuvent se l'imaginer, avec tous les angles morts que ça suppose, puisque culturellement la vieillesse est taboue, on va en reparler. Et la curiosité va souvent s'arrêter vers 75 ans, ce qui occulte toute une tranche de vie. À moins de plonger volontairement et à pieds joints dans le sujet, on ne risque pas de s'y intéresser accidentellement, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une façon de voir le sujet de la vieillesse, mais de l'autre, il y a l'agisme et les discriminations dont sont victimes les femmes âgées, donc bien plus de 35 ans cette fois-ci, bien au-delà des questions des critères de beauté. Les risques liés d'isolement, de précarité, d'électronisme, de santé, de perte d'autonomie, les enjeux liés à la ruralité, des sujets dont on ne peut pleinement s'emparer qu'en interagissant directement avec ces personnes plus âgées, et on le rappelle, le mot « personnes âgées » est très imprécis et peut désigner aussi bien une personne de 60 qu'une personne de 100 ans, ce qui n'a absolument rien à voir. Un constat qui revient souvent, c'est que l'agisme est beaucoup inconscient mais pernicieux dans la recherche et l'activisme féministe, et socialement de manière générale. C'est un non-pensé, ou alors l'âge est mis dans la liste, etc., des oppressions que subissent les femmes qu'on va citer sans trop s'y attarder.
Le féminisme se concentre surtout sur les jeunes filles, les jeunes femmes, éventuellement jusqu'à la ménopause, et après quoi ? Ce qu'on appelle le 3e et encore plus le 4e âge sont souvent oubliés. On s'intéresse plus au vieillissement qu'aux vieilles. Et avant de continuer, on va le rappeler car on ne le dira jamais assez, mais l'âge n'est jamais le seul critère quand on étudie ce genre de sujet. Il faut penser l'intersection. Parce que par exemple, souvent, une femme blanche âgée aura plus de moyens pour sa vieillesse qu'un homme noir âgé, par exemple. La présence ou non de handicap, de maladies chroniques est aussi un critère très important quand on parle d'âge, sans oublier la classe sociale, la pénibilité professionnelle, le niveau de revenu qui conditionne la retraite, et ainsi de suite. Et autre rappel, on l'a déjà vu la dernière fois, on n'y reviendra pas, mais les femmes âgées ont aussi quelques avantages sur les hommes, notamment un meilleur réseau de soutien. Les hommes payent, notamment en termes de santé, le prix d'une logique viriliste, individualiste, etc. Donc si on s'intéresse à la question du vieillissement des femmes, la première idée qui vient généralement en tête, c'est « les femmes ne sont pas autorisées à vieillir ». On avait aussi déjà commencé à l'évoquer la dernière fois. Les personnes âgées, mais encore plus les femmes, sont invisibles dans la publicité, au cinéma, toutes les représentations culturelles, etc. Et je voulais y revenir, parce que cette idée, donc les femmes ne sont pas autorisées à vieillir, sous-entendu contrairement aux hommes, qui a une démarche féministe, et n'est pas complètement fausse non plus, attention. Finalement, elle reste agiste. Quand on dit que les hommes sont davantage autorisés à vieillir que les femmes, on le fait sans questionner la stigmatisation de l'âge. Ce qui change entre hommes et femmes, finalement, c'est juste le point où on met la limite de l'âge acceptable. Pour le dire autrement, ce qui se passe, c'est que les femmes échouent plus tôt que les hommes à répondre aux critères de beauté. L'exemple qui revient souvent de l'homme qui est typiquement totalement autorisé à vieillir, c'est George Clooney. Il a 64 ans. Alors c'est sûr, il est davantage autorisé à vieillir qu'une actrice du même âge que lui, par exemple Meg Ryan. Ça c'est vrai, je le conteste pas. Mais il a 64 ans, donc en fait il est pas vraiment si vieux que ça non plus. Il a pas 90 ans, par exemple. Et oui, il est autorisé à vieillir, c'est vrai, mais dans un carcan bien défini, très limité. Je sais pas moi, s'il prenait du poids, s'il avait le dos moins droit, s'il avait pas les moyens de bien vieillir selon les normes d'Hollywood, de réussir ses interventions esthétiques, de bien s'alimenter, et que sais-je, lui aussi partirait à la poubelle. Quand on dit juste « les hommes sont plus autorisés à vieillir que les femmes », ça, on oublie de le remettre en question et ça dessert tout le monde à un moment ou à un autre. Quand on parle de produits anti-âge, du besoin de faire jeune, etc., on reste surtout d'ailleurs sur des injonctions d'apparence de société de consommation. Et donc pour résumer, la question féministe, c'est faut-il se contenter de repousser la limite de l'échec pour les femmes, donc c'est-à-dire arriver à faire vieille plus tard, ou est-ce que l'enjeu c'est plutôt d'apprendre à poser un regard plus doux, plus bienveillant, moins jugeant sur le vieillissement ? L'autre question qui revient aussi, quand on voit que les femmes sont très jugées quand elles vieillissent, est-ce qu'il faudrait faire comme si elles ne vieillissaient pas alors ? Personnellement, je ne pense pas, et je vais développer. Il faut savoir qu'il existe aussi un courant qui veut voir tout vieillissement comme une construction sociale, et que donc le vieillissement n'existerait pas en soi. Certaines vont dire qu'on performe l'âge comme on performe le genre. L'âge donc, c'est dans la tête quoi. Mais là encore, ce raisonnement ne vaut que pour la vieillesse. On ne propose pas de voir l'enfance ou l'âge adulte comme uniquement une construction sociale. C'est un mécanisme physiologique sur lequel effectivement viennent se greffer des rôles sociaux. Il ne faut pas non plus tomber dans le déni du vieillissement et donc du changement. Il faut reconnaître les différences, donc du corps vieillissant, la réalité matérielle, et faire la différence avec les problèmes liés à l'agisme proprement dit, les jugements, les discriminations, et ce sont deux choses bien différentes. Il faut les distinguer pour pouvoir bien en parler et faire le tri. Accepter la vieillesse, pas l'agisme. Dans cette lecture, nier le vieillissement et ses changements, par exemple la ménopause, ce n'est pas se rendre service. J'allais dire que la ménopause a ceci de bien qu'elle invite à ralentir, mais en fait, même ça envoie le mauvais message. Dire que la ménopause incite à ralentir sous-entendrait que le rythme effréné que nous vivons, qu'on nous impose plus ou moins à l'âge adulte, est normal, naturel, adapté. Ce que je ne pense pas non plus. Tout le monde a besoin de ralentir.
et je pense que tout le monde s'en sortirait mieux. Donc finalement, je vais préférer dire que, en plus de tout ça, de ce constat, la ménopause rajoute un rappel de l'importance de ralentir, prendre le temps, se regarder vivre et changer. Mais ça ne devrait pas être l'apanage des femmes de 50 ans. Par contre, quand on diabolise la ménopause, on étouffe aussi ce rappel pour tout le monde. La vie, c'est le changement. Autant essayer de retenir du sable avec ses doigts. C'est là qu'on revient à la question de la représentation culturelle. Parce que quand on dit que les femmes ne sont pas autorisées à vieillir, ce qu'on veut aussi dire, c'est qu'on ne fournit aucun modèle social, culturel de vieillissement. Si tu n'as pas de femmes âgées dans ta vie, tu n'auras souvent pas de modèle du tout. Si tu ne connais de femmes âgées que tes grands-mères par exemple, ça limitera ta vision de ce que peut être la vieillesse à celle qu'incarneront tes grands-mères. Ce qui limite le champ des possibles à la reproduction du schéma familial, dans le meilleur des cas. La culture et les médias renforcent notre perception du monde en véhiculant des valeurs et des normes. Or, les femmes y sont minoritaires et aussi au poste de décision, pas seulement à l'écran. Male gaze et age gaze, donc le regard masculin et le regard agiste, font qu'on ne voit pas les femmes de plus de 50 ans. Leur part à l'écran n'est pas représentative de leur part dans la société. C'est-à-dire qu'elles sont 3 fois moins présentes à l'écran que dans la vie. Et quand elles sont là, elles le sont dans des seconds rôles, domestiques, avec peu de temps de parole. Quand on parle d'invisibilisation, c'est aussi ça. Là où les rôles masculins âgés vont plus facilement être représentés par leur métier, leur passion, ils vont être plus complexes avec des figures plus positives. Les femmes âgées, dans notre culture notamment, sont associées à la mort. On peut penser par exemple au parc. Dans la mythologie romaine, ce sont les divinités maîtresses de la destinée. Et elles sont généralement représentées comme des fileuses très très âgées, mesurant la vie des personnes et tranchant le destin. Les femmes âgées sont aussi associées à la hideur physique et morale, la belle-mère des contes de fées, la figure de la sorcière, etc. Ou alors, sinon, l'alternative, c'est la figure de la grand-mère, donc un rôle domestique qui ne parle pas trop. Entre la cinquantaine et la grande vieillesse, il n'y a pas vraiment de représentation de femmes, même si ça progresse doucement, avec pour l'instant essentiellement des figures de femmes privilégiées. On peut penser par exemple au rôle de Jane Fonda, que j'aime beaucoup par ailleurs. Les décisionnaires, que ce soit les producteurs, les directeurs de magazines, vont supposer que les gens ne veulent pas voir de femmes âgées, comme ils vont aussi supposer qu'on ne veut pas voir de personnes grosses, enfin, pas maigres quoi, par exemple. Ils vont soi-disant avoir peur de faire peur à leur public et ne rien montrer. Alors qu'on a besoin de ces représentations. C'est important d'enrichir petit à petit l'imaginaire collectif, parce que pour l'instant, on ne sait pas à quoi ressemble, entre guillemets, une vraie femme de 40, 50, 60 ans. Et par vraie femme, je veux dire du vrai âge. C'est-à-dire qu'entre la chirurgie esthétique et le fait qu'on caste souvent des femmes plus jeunes que l'âge qu'elles sont censées jouer, ça perturbe nos représentations. Comme le dit si bien Fiona Schmidt, la banalisation de la chirurgie esthétique avance plus vite que la normalisation des rides, du poil et du gras. Cette entre guillemets interdiction de vieillir se retrouve aussi sur le marché du travail. C'est difficile pour tout le monde à partir de 50 ans, mais souvent encore plus pour les femmes, puisqu'on a une intersection entre l'âge et le sexisme. Les critères de beauté, donc jeunesse, minceur, tout ça, rajoutent aussi une pression dans le monde professionnel. C'est-à-dire que l'image qu'on attend d'une personne pour occuper tel ou tel poste va aussi affecter le recrutement. Ça va inciter par exemple à se teindre les cheveux, ce qui est vrai pour une poignée d'hommes aussi, mais pour une grande majorité des femmes. Cette discrimination, elle va aussi être souvent taboue, tacite, c'est-à-dire qu'on va préférer parler de surqualification, de femmes trop expérimentées, pour ne pas dire qu'on ne les prend pas parce qu'elles sont trop vieilles, mais le résultat est le même. Plus de risques de chômage, un reclassement plus difficile, etc. Cependant, dire que l'âge entraîne automatiquement l'expérience, ici professionnelle, suppose qu'on a travaillé sans interruption toute sa vie, ce qui est plus courant chez les hommes que chez les femmes, puisqu'une grande partie d'entre elles ont dû faire des pauses dans leur carrière dans le cadre de la maternité. De plus, on ne valorise pas l'expérience domestique dans le monde professionnel. Or, ce sont aussi des compétences. Je sais pas moi, compétences administratives, flexibilité, capacité d'adaptation, animation.
Toutes ces choses qu'on apprend forcément à faire quand on gère une famille et qui peuvent finalement être transposées à n'importe quel groupe. Là où c'est sexiste et pas seulement agiste, c'est qu'à l'inverse, les hommes arriveront plus facilement à contrebalancer l'agisme en sortant la carte de l'expérience, oui, la même qui dessert les femmes. L'expérience va être alors plus facilement valorisée. Pour finir sur les questions d'apparence, je voulais revenir sur l'expression « bien conservé », sous-entendu pour son âge, qui est censé être un compliment. À la fois agiste et sexiste. Agiste car on présume qu'être jeune c'est mieux que ne pas l'être. Et sexiste parce qu'on est dans le vocabulaire de l'objet. On conserve un objet, une pièce de musée, etc. Un objet est censé avoir des caractéristiques immuables, donc c'est-à-dire ne pas changer, là où, on l'a dit, on le répète, une personne change tous les jours. Dans cette partie, je voulais reparler de la vieillesse comme un problème de femmes. On a plus de femmes âgées que d'hommes, car leur espérance de vie est plus longue, on l'a déjà évoqué pourquoi la dernière fois, et elles sont soignées par des femmes, ce qui contribue à l'invisibilisation de cette situation et la dévalorisation de cette question. Pour bien expliquer ça, j'ai repris les chiffres cités par Fiona Schmidt dans son livre. En France, donc en 2022, les 65 ans et plus représentaient un cinquième de la population, et 76% d'entre elles sont des femmes. 8 personnes sur 10 en EHPAD sont des femmes, et 5% des résidentes y entrent de leur plein gré seulement. Les métiers du care, donc du soin à la personne, sont très féminisés. Ce sont des femmes qui s'occupent de femmes. Les femmes représentent 90% du personnel des EHPAD, mais seulement 60% des cadres. Avec des conditions de travail très difficiles, qui s'expliquent notamment par une économie productiviste avec des enjeux de rentabilité. Donc on a un personnel en mauvaise santé, des maltraitances, pas toujours volontaires d'ailleurs, parfois parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, pas le temps, pas le matériel, etc. Cette maltraitance, elle est souvent la conséquence directe des impératifs de rentabilité. Quand on privatise le soin, ça devient du business. Donc on a des femmes victimes des deux côtés. Plus de 6 proches aidantes de personnes dépendantes sur 10 sont des femmes. Donc c'est-à-dire quand on s'occupe de membres de sa famille. Un travail, à part entière, qui n'est pas reconnu comme tel et permet à l'État d'économiser sur la prise en charge. Et ces personnes, les proches aidantes, vont subir des conséquences pour leur santé. C'est une cause de surmortalité, fatigue, stress, etc. 9 travailleuses sociales sur 10 sont des femmes, avec là encore un manque de moyens, l'épuisement, l'incapacité à faire correctement son travail sans se ruiner la santé, etc. Pour toutes ces raisons, la vieillesse devient une accumulation de violences, pas par fatalité, mais par manque de moyens, et en partie aussi à cause du combo agisme-sexisme. Je vais aussi remettre les chiffres des petits frères des pauvres qui vont dans le même sens. 65% des personnes accompagnées par l'association sont des femmes, 73% des bénévoles sont des femmes. J'ai évoqué les violences dans la prise en charge, mais il y a une autre forme de violence que subissent les femmes âgées et dont on parle très peu, voire jamais, les violences sexistes et sexuelles. On associe tellement dans notre imaginaire collectif, et à tort, la beauté à la jeunesse et le viol à une histoire d'attraction, de désir. Ça ne l'est pas, faut-il le préciser, c'est une histoire de violence, de domination et de pouvoir. Mais on a cet imaginaire-là, donc on occulte totalement les violences sexuelles dont peuvent être victimes les femmes âgées. Au lendemain du procès de Mazan, on a pu avoir l'impression que le sort de Gisèle Pellicot était une exception. C'est loin, loin d'être le cas. Je cite un article de France 24 intitulé « Violence conjugale, où sont les femmes de plus de 60 ans ?» Donc je cite. Publié en mars 2025, une enquête réalisée par la plateforme spécialisée Opalcare auprès de 4000 femmes en couple hétérosexuel a permis d'apporter un nouvel éclairage et d'aboutir à un constat. Les femmes de plus de 60 ans sont en tête de presque tous les types de violences subies au sein du couple par rapport à la moyenne nationale. Elles sont 94% à faire état de violences psychologiques, contre 90% pour l'ensemble des femmes. 58% de violences verbales, contre 46%. 74% de violences physiques, contre 69%. Et 39% font état également de violences économiques, contre 31%. Enfin, 61% des femmes de plus de 60 ans ayant répondu à l'enquête témoignent avoir subi des violences sexuelles. Fin de citation.
Les femmes de plus de 70 ans représentent le quart des féminicides au sein du couple, un chiffre qui tend à augmenter alors qu'on n'en parle pas. De plus, une étude du ministère de l'Intérieur précise que 68% des victimes féminines âgées de 70 ans et plus ont été tuées en raison de leur maladie ou celle de leur auteur. On relaye beaucoup, et à juste titre, là encore je ne le questionne pas, la statistique effroyable comme quoi une femme aurait 6 fois plus de risques de se faire quitter par son mari si elle est atteinte d'une maladie grave comme un cancer, là où une femme va plus facilement s'occuper de son mari et ne pas le quitter. Ce qui est globalement vrai, mais spécifiquement faux quand on parle des personnes âgées. Pour les femmes âgées, on va plutôt avoir un mari qui ne veut pas s'occuper de sa femme malade et donc va la tuer dans l'indifférence générale. Or, et c'est là que l'agisme intervient d'une façon aussi violente qu'insidieuse et invisible, les femmes de plus de 69 ans vont être exclues des campagnes de sensibilisation, des statistiques, comme si ça ne les concernait pas, comme si le sort des femmes âgées ne concernait pas le grand public. Pourquoi, outre l'agisme, l'aveuglement, le sexisme, toutes les raisons qu'on peut imaginer, j'ai aussi trouvé un article qui rappelle qu'il est nécessaire d'adapter les enquêtes, soit pour poser des questions un peu différentes car les situations sont différentes, soit sur le plan de l'accessibilité, car on ne peut pas toujours utiliser les mêmes techniques. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener les enquêtes, mais qu'il faut tenir compte de ces sujets pour bien étudier le phénomène. Je te renvoie aussi au document Études nationales sur les morts violentes au sein du couple 2024 qui émane des autorités françaises. On y trouve plein de graphiques et de statistiques donc pour la France. Et j'ai noté plusieurs choses en le lisant. Déjà, on y voit bien le grand écart entre la représentation médiatique des violences faites aux femmes, agiste car elle ne s'attarde que sur les jeunes femmes victimes, et raciste, puisqu'elle ne s'intéresse qu'aux victimes françaises, blanches, si possible blondes, en nous faisant croire que les auteurs sont majoritairement des étrangers dont il faudrait se méfier, et donc c'est très loin de la réalité. On a une majorité de femmes victimes et d'hommes auteurs, s'il fallait le préciser. On voit que les victimes de plus de 70 ans, donc un quart des victimes, sont exclusivement des femmes. On retrouve ce chiffre comme quoi 68% des victimes féminines de 70 ans et plus ont été tuées en raison de leur maladie ou celle de leur auteur. On a une augmentation de la part de victimes, des femmes quasi exclusivement, de plus de 70 ans, mais aussi des auteurs, quasi exclusivement des hommes, toujours de plus de 70 ans. Donc les féminicides dans cette tranche d'âge, c'est pas vraiment une anomalie, c'est un problème structurel. Et on a des auteurs très largement de nationalité française. Et on le rappelle, les meurtres au sein du couple sont très souvent précédés d'autres formes de violences, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques, les violences liées à la situation de dépendance des femmes âgées. D'où l'importance d'agir à tous les niveaux. Et tout ça, c'est pour les actes qu'on connaît. Les femmes âgées ont été élevées et ont vécu la plus grande partie de leur vie avec le fait que le viol conjugal était autorisé, n'était pas condamné. Donc certaines violences ne sont même pas identifiées comme telles, elles sont normalisées. Et si on ne mène pas de campagne de sensibilisation, ça va pas s'arranger tout seul. On glorifie beaucoup les couples les plus anciens qui sont solides et eux ne se séparent pas à la première broutille. Mais il faut pas oublier que c'est aussi parce que beaucoup de ces femmes sont bloquées, sans ressources autres que le salaire puis la retraite de leur mari, qu'elles ont servi gratuitement toute leur vie sans contrepartie, et qu'un certain nombre d'entre elles partiraient si elles pouvaient se le permettre. Longévité n'est pas forcément signe de qualité de la relation. On a aussi beaucoup de couples âgés qui tiennent plus de la coloc qu'autre chose et qui seraient peut-être plus heureux ailleurs si on ne stigmatisait pas tant la séparation. Là encore, les gens changent tout au long de la vie et c'est pas évident de changer en continuant d'avancer dans la même direction. Et là, on voit vraiment un 2 poids 2 mesures. Pour les femmes jeunes, victimes de violences conjugales et qui restent en couple, on a tôt fait de demander « Oh, mais pourquoi elle n'est pas partie ?» Alors que pour les vieilles, on glorifie les couples qui durent sans aller chercher ce qui est bien caché sous les napperons en crochet, alors qu'on a beaucoup de recoupements, de points communs. La peur, la stigmatisation des séparations, les violences économiques, les violences post-séparation, la pression autour des enfants, les normes culturelles et sociales, l'impuissance apprise, les sentiments amoureux, toutes ces raisons qui répondent à la question « Pourquoi elle n'est pas partie ?» Mais dans un cas, le non-départ est considéré comme une erreur, une faute, et dans l'autre, c'est une marque de vertu.
L'autre inégalité qui touche les femmes âgées, c'est l'injustice du travail domestique. On a là encore un vieillissement inégal. Et il faut rappeler qu'on parle d'une génération pour laquelle ça ne va vraiment pas de soi, qui n'a pas toujours eu de travail rémunéré et donc pas de salaire en propre ni de retraite ensuite. Rappelons au passage qu'en France, il a fallu attendre 1965 pour que les femmes puissent travailler contre salaire sans le consentement de leur mari. Donc les femmes de plus de 60 ans ont connu ce qu'il y avait avant, c'est mathématique. Surtout qu'il y a toujours un certain temps d'adaptation entre l'adoption d'une loi et son intégration pleine et entière par la société. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ni nécessairement sans violence. Par exemple, une femme de 93 ans avec qui je discute régulièrement m'a raconté que quand elle a décidé de travailler pour elle-même en dehors de la maison, parce qu'elle en avait marre d'avoir à quémander de l'argent de poche à son mari, celui-ci lui a répondu « D'accord, mais je veux avoir mon repas prêt le midi quand je rentre du travail. » Une injonction qu'elle n'a à l'époque même pas pensé à questionner. Même encore aujourd'hui, je me demande si elle le questionne. On voit bien l'écart entre la théorie, ici la loi, et la pratique. La loi disait « tu n'as plus à demander la permission ». Mais le mari pense qu'il lui revient encore de la donner, et sous condition s'il vous plaît. Et bien ça aussi, ça maintient un système d'inégalité et de dépendance économique au mari. La loi c'est bien, hein, mais c'est pas magique ni automatique. Pour en revenir au travail domestique. La question de la dépendance, elle s'entoure de discours alarmistes, un raz-de-marée gris, une menace d'effondrement de la société. On stigmatise cette dépendance au lieu de réorganiser la société. On ne voit de la valeur que dans celles et ceux qui ont un travail rémunéré. Même le statut à la retraite est lié à l'ancien travail rémunéré. On nie le travail domestique et gratuit des femmes à tous les âges, y compris à la retraite. Ce qui crée aussi une dépendance pour ces femmes à la retraite de leur mari. Ce qui donc me ramène à l'injustice du travail domestique, qui pour le coup n'est pas vraiment une question tant générationnelle que ça, parce que les femmes dans les couples hétérosexuels vont assurer les 3/4 du travail domestique, un chiffre qui n'évolue pas tant que ça au fil des années, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et autant la retraite apporte un arrêt du travail rémunéré, autant il n'y a pas de retraite pour le travail domestique qu'il faut continuer à faire. Et l'arrêt de l'activité professionnelle pour les hommes ne se traduit pas systématiquement, loin de là, par une prise en charge du travail domestique. Là où les hommes prennent leur retraite pour se reposer, leurs femmes ne prennent pas la retraite des tâches domestiques. Si elles sont valides, elles sont censées continuer jusqu'à la mort. Devoir à plus de 90 ans continuer de se soucier des préférences alimentaires de son mari, voire de ses enfants, préparer les repas et compagnie sans que personne n'y trouve à redire, c'est quelque chose. Donc ça c'était pour les enjeux féministes. Maintenant on va voir un peu à quoi ça ressemble de vieillir dans un monde sexiste. En commençant par la ménopause. Alors, un vaste sujet que je trouve très intéressant, ce qui veut dire que ça méritera vraiment un épisode à part entière. Donc je vais en parler ici un peu parce qu'on peut pas faire l'impasse dessus, mais je vais pas approfondir parce que ce serait pas rendre service au sujet. Et je vais commencer par 2 représentations assez répandues et qui me gonflent. J'ai encore lu récemment « Tenez compte de votre cycle menstruel, entre parenthèses, si vous êtes une femme. » Ah, d'accord. Donc une gamine de 12 ans réglée est une femme, une adulte ménopausée n'en est pas une. Et ça, c'est sans parler des personnes trans, enceintes, sans utérus, toutes les raisons qui influent sur les règles. Il est temps d'arrêter d'associer règles et féminité. Et femme n'est pas une catégorie homogène. Pour la formule donnée en exemple, il y a plein de façons de dire les choses. Par exemple, tenez compte de votre cycle menstruel, si vous en avez un, si vous êtes réglé, cyclé, etc. Ou alors, juste, un gros point final, ne rien dire du tout. Tenez compte de votre cycle menstruel. En général, on est au courant quand on a ces règles. Et la deuxième représentation, on estime souvent qu'un homme entre dans la vieillesse à partir de la retraite, donc mettons 65 ans. Mais c'est la ménopause qui marquerait le début de la vieillesse chez les femmes. Ce qui m'interroge. La ménopause arrive en général entre 45 et 55 ans. Et je connais même une femme qui a été ménopausée à 35 ans. Le rapport avec la vieillesse, vous m'expliquez là ? Par contre, ce raccourci montre bien comment on indexe la vie des femmes sur leur changement corporel.
la puberté, la maternité, la ménopause. Et ça explique bien pourquoi on est aussi perturbé par les femmes qui ne font pas, par exemple, des bébés en temps et en heure parce qu'on ne sait plus comment les classer. Là où un homme va être beaucoup plus évalué selon des critères chronologiques, âge de la majorité, vie professionnelle, retraite. Pour toutes ces raisons, les hommes n'éprouvent pas le passage du temps de la même manière. Mais c'est pas pour des causes physiologiques, c'est plutôt pour des causes sociales. Que dire sur la ménopause sans durer 4 heures ? On pourrait rappeler que le terme désigne un changement hormonal. Message de service. La ménopause n'est pas une maladie. C'est normal. On pourrait dire que c'est un gros tabou dans notre société, que quand on en parle, on a tendance à appuyer bien lourdement sur les effets secondaires parfois terribles, et il ne s'agit pas de minimiser les souffrances de celles qui les subissent, bien au contraire, mais ces effets secondaires touchent une ménopausée sur 5, donc pas tout le monde. Mais on flippe quand même bien comme il faut. Il faut donc arrêter de généraliser, rappeler que la ménopause n'est pas un événement, mais un processus qui peut durer une dizaine d'années avec des signes culturels autant que biologiques. C'est donc très valable d'une personne à l'autre, d'un pays à l'autre et même d'un jour à l'autre. Le problème avec la ménopause, c'est souvent moins les symptômes physiologiques proprement dits que l'exclusion sociale qu'ils entraînent. On ne déclasse pas les hommes au premier signe de calvitie, on trouverait ça injuste et on aurait raison. Il n'y a pas une expérience absolue de la ménopause. Dans certaines cultures, c'est positif. C'est un signe de renouveau social et érotique qui libère les femmes de certaines obligations sexuelles ou conjugales. Mais attention à ne pas tomber trop vite dans le « youpi, vive le féminisme !» Cette libération se fait souvent au détriment des femmes non ménopausées, donc ce regain de pouvoir peut être aussi dû au fait qu'on est considéré un peu moins femme. Rien n'est jamais tout simple. En France, la ménopause est devenue un sujet avec les Lumières, qui voulaient bien séparer les hommes et les femmes, l'esprit et le corps. Or, si la féminité c'est la maternité, la ménopause, on sait plus quoi en foutre, ça devient une anomalie et donc une maladie, dont les effets désagréables seraient une punition pour les femmes qui se sont mal comportées. Voyons. Et ensuite, la psychiatrie, la psychanalyse ont pu en remettre une couche. Ouais, il va vraiment falloir qu'on reparle de tous ces sujets-là dans un épisode au calme. Bref, comme pour l'agisme et le vieillissement, il faut distinguer deux choses. L'arrêt des règles, c'est une chose, d'accord. Mais ça n'entraîne pas forcément une dépression ou d'autres symptômes désagréables. Pour ça, il y a aussi une forte influence du social sur le biologique. Et c'est souvent l'anticipation de la ménopause qui est mal vécue, le jugement social autour, plus que le changement hormonal pur et dur. Là encore, il ne faut pas généraliser, il n'y a pas une ménopause. Pour la partie suivante, il est temps de remettre ses écouteurs, puisqu'on va parler un peu de sexualité. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. On ne parle jamais de sexe post-ménopause. Je veux dire par là qu'on n'a pas ou peu de récits juste non sexistes. Tout juste des clichés ou des blagues crasses. Ce qui montre encore bien à quel point on est bloqué, je veux dire en tant que société, dans cette vision reproductive de la sexualité et combien on a besoin de vrais récits. Quand je disais que les enjeux sont différents pour les femmes entre la première et la deuxième moitié de la vie adulte, c'est un bon exemple. Dans la première moitié, les femmes ont tendance à être sexualisées en permanence. Mais passé la cinquantaine, c'est plutôt l'inverse. Le patriarcat, et donc notre société en général, considère que les femmes deviennent d'un coup moins désirables, et donc, ce qui est certainement une coïncidence, n'est-ce pas, elles disparaissent des écrits, des écrans. Or, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il ne se passe rien. On a déjà évoqué dans la première partie de l'épisode, elles ne sont pas à l'abri des agressions sexistes sexuelles, des viols, des féminicides, etc. Mais qu'en est-il de la sexualité proprement dite ? Alors cette partie de l'épisode va être assez hétéronormée, ce qui est révélateur d'une chose, on en sait encore moins sur les personnes LGBT+ âgées que sur les personnes âgées en général. On commence à avoir de plus en plus de voix LGBT qui se racontent, et c'est indispensable, mais on continue, je veux dire, collectivement, à associer ça à la jeunesse. Or, ce n'est pas parce qu'on n'entend pas les voix plus âgées qu'elles n'existent pas.
Et si ça t'intéresse, je te renvoie au podcast Même pas mort des petits frères des pauvres, qui consacre un épisode de sa saison 1 aux vieilles et vieux LGBT+. Je t'encourage à l'écouter. Cette invisibilisation est très symptomatique de notre approche médicalisante et misérabiliste de la vieillesse. Quand on étudie le vieillissement, on se concentre sur les pertes, le handicap, les maladies, et on oublie complètement d'étudier les vécus, de s'intéresser aux individualités. Lutter contre l'agisme, casser les préjugés sur la vieillesse, c'est aussi ça. Aller s'intéresser aux histoires de vie des gens, une histoire de vie qui a commencé bien avant la vieillesse, et certaines personnes âgées ont vraiment de quoi nous surprendre. Attendez d'écouter une vénérable dame de 90 ans vous raconter sa carrière d'effeuilleuse sur la place du marché et vous comprendrez de quoi je parle. Cette invisibilisation de la sexualité des femmes plus âgées, elle s'explique en partie parce qu'on associe sexe et reproduction. Alors qu'on le rappelle, le sexe a plein d'autres fonctions. Fun, détente, lien social, intimité, connaissance de soi et de l'autre. Le rapport au sexe en vieillissant est souvent très genré. Les hommes vont avoir peur avec la vieillesse de ne plus bander, on est toujours sur un problème de performance, comme si c'était l'essentiel, et les femmes vont plus avoir peur de ne plus être bandantes, donc toujours conditionnées à leur apparence. Les femmes vont s'identifier à leur corps, les hommes à leur pénis. On présume les personnes âgées plus conservatrices. C'est oublier qu'elles ont été jeunes aussi. La libéralisation des mœurs, la légalisation de l'homosexualité, du mariage non hétérosexuel, que sais-je, ça bénéficie à tous les âges. De la même façon, la diversification des modes de vie en couple, au-delà du couple monogame sous le même toit, ça concerne aussi les personnes âgées. On parle beaucoup, enfin, quand on en parle, du problème de la baisse de la libido chez les femmes âgées. Mais on oublie souvent de se demander si on est face à une vraie baisse de la libido ou un refus de la sexualité phallocentrée, performative, etc. Accessoirement, une des grosses études qui prouve la baisse de la libido chez les femmes avec l'âge avait été commanditée par Pfizer quand ils essayaient de commercialiser le Viagra pour les femmes. Donc niveau sérieux, c'est pas formidable. Et il y a deux choses bien différentes qui peuvent se jouer ici. Certaines vont se libérer des injonctions avec l'âge. Vu qu'elles ne sont plus désirées et plus soumises à la pression, elles vivent ça comme une libération. Mais d'autres vont plutôt renoncer, se résigner, par absence de choix. On n'est pas toutes égales là-dessus. Mais en vrai, revenons à cette histoire de Viagra parce que c'est intéressant. On parle tellement de cette merveille du Viagra pour les hommes sauvés de leurs problèmes de troubles de l'érection qu'on a oublié de se demander deux choses. Si en fait cette perte d'érection était vraiment un problème, et si c'était aussi une si bonne nouvelle pour leur partenaire. Alors je vais me concentrer ici sur les couples hétéros, parce que c'était le prisme du chapitre de Age Matters où j'ai trouvé ces informations. Et donc le Viagra, pris par le partenaire masculin s'entend, n'est pas forcément une bonne chose pour leur compagne du même âge. Beaucoup de femmes qui finalement voyaient comme une bénédiction les problèmes érectiles de leur mari vont pâtir de la prise du Viagra. On a aussi des hommes qui prennent du Viagra sans le consentement de leur partenaire pour ensuite aller leur demander du sexe. Pour le sexe entre personnes âgées, le Viagra change la donne, renforce l'idée d'une sexualité phallocentrée qui va rajouter une pression sur les femmes. Il est plus dur, si je peux m'exprimer ainsi, pour elles d'affirmer leurs envies sexuelles hors pénétration, alors que justement c'était l'occasion ou jamais. La ménopause, en plus, s'associe souvent d'une sécheresse vaginale, donc changer de mode de sexualité, ne pas tout miser sur la pénétration, c'est intéressant. Le Viagra empêche ça. La prise du Viagra met un minuteur pour, entre guillemets, terminer. On n'a pas de place à la négociation, à d'autres formes de sexualité. On reste sur la vision classique d'un rapport qui commence et se finit avec le désir masculin. Ça casse l'effet égalisateur du vieillissement que pourrait avoir par ailleurs la baisse de la fonction érectile. Le Viagra peut aussi constituer une pression pour certains hommes. Vu qu'il y a une solution, ils n'ont entre guillemets pas d'excuse de ne pas la prendre. Et donc la société, les discours, et peut-être même leurs femmes dans certains cas, les obligent plus ou moins à ne pas accepter leur vieillissement. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On a pathologisé un truc qui finalement pourrait être vu comme une bonne chose. On aurait pu sortir de ces dynamiques d'érection-pénétration,
Puis de toute façon, quand t'as une compagne ménopausée, le sexe reproductif n'a pas franchement d'intérêt. C'était l'occasion de réinventer complètement sa sexualité, donc une sexualité moins phallocentrée, plus à l'écoute de la libido féminine, plus lente éventuellement, et laissez courir votre imagination pour continuer la liste. La prise du Viagra vient complètement arrêter ce schéma d'évolution. La vieillesse est changement et adaptation. Le refus de vieillir, le refus de laisser advenir ces changements, ça peut aussi être une perte. Et puisqu'on parle de ce qu'on gagne en vieillissant, je voulais finir par une note plus positive et montrer pourquoi vieillir pour une femme, ça peut aussi être une bonne chose. Car ça permet de gagner maturité, sagesse, connaissance de soi. D'ailleurs, une des théories pour expliquer pourquoi les humaines vivent la ménopause, un phénomène finalement assez rare dans le règne animal, à part nous ça concerne surtout les orques, les autres animaux meurent une fois infertiles. Donc, une hypothèse pour l'expliquer, c'est que les femmes perdent leur fertilité à partir d'un certain moment pour préserver quelque chose de bien plus précieux, notamment leur connaissance. Parce que bon, jusque très récemment, donner naissance, c'était quand même jouer à la roulette russe à chaque fois. Dans Les Grandes Oubliées, Titiou Lecoq nous présente l'hypothèse de la grand-mère. Les femmes ménopausées, loin d'être un fardeau un peu pathétique, sont un avantage évolutif. Elles s'occupent des enfants, des petits-enfants, aident les jeunes mamans, elles permettent aux femmes plus jeunes de chasser, de cueillir, de se reposer aussi, sans risquer elles-mêmes leur vie en couche et en transmettant tout ce qu'elles savent. Si on veut retourner le stigmate de la vieillesse, on peut aussi reparler de l'expression « vieille peau », que j'aurais carrément pu ajouter à mon épisode 47 sur les hommes qui parlent des femmes. Une vieille peau, c'est forcément une femme. Plus précisément, aigrie, désagréable, etc. Mais en vrai, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que l'expérience des femmes est mal vue, car elle les rend moins dociles. Pas féminines les femmes âgées ? Bah ouais, en effet. Si ce qu'on considère comme la féminité, c'est surtout l'immaturité, donc un manque de connaissance de soi, d'expérience. Ce qu'on attend d'une femme féminine, c'est d'être agréable, jeune, fragile, mais surtout de ne pas être soi-même par soi-même, mais en étant complétée par d'autres, le mari, les enfants. Pas féminines les femmes âgées ? Bah en même temps, l'affaire Epstein nous montre, si on avait encore des doutes, que les normes de beauté actuelles sont fixées par des pédocriminels en quête de corps imberbes, non formés, minces. Donc ouais, tout va bien, hein. La vieillesse des femmes, on l'a déjà dit, ça fait peur, c'est mal vu, c'est associé à la laideur, l'aigreur, tout ça. Mais ça en dit plus long sur celui qui regarde que sur celle qui est regardée. D'où l'importance de changer de regard. On peut aussi choisir de voir la vieillesse comme un gain, une meilleure connaissance de soi, plus d'expérience. On commence à savoir ce qu'on aime ou pas. C'est souvent plus facile de s'affirmer, d'oser faire des choses, des démarches, rejeter des conventions sociales, faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire plus jeune. Ça peut aussi, alors pas pour tout le monde cela dit, être la période de la vie où les enfants sont grands et donc on a plus de temps pour exister par soi-même. Tout ça, ça va surtout effrayer, on en revient toujours au même point, ceux qui ont tellement peu d'estime ou de connaissance d'eux-mêmes qu'ils ont besoin de femmes très jeunes, voire de gamines, pour ne pas se sentir trop fragiles, trop challengées, etc. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas ces femmes sûres d'elles qui font peur. Ce sont ces hommes qui ont peur des femmes sûres d'elles et qui ont besoin de les rabaisser. Nuance. Je voulais finir sur une citation de Vieille Peau qui met dans le mille. Vivre, ça n'est pas trouver sa place dans le monde et la garder coûte que coûte en vieillissant, mais trouver qui l'on est et se faire une place à soi-même de plus en plus grande à mesure qu'on vieillit, en restant fidèle à qui l'on est. En réalité, la vie est une succession de places que l'on se fait au gré des circonstances et des gens que l'on y accueille, ou pas. Ces places sont nos mues, et leur multiplication, la preuve que l'on sait faire la part des choses entre les rôles sociaux imposés et qui l'on est vraiment. Bien vieillir, c'est continuer de se déployer encore et encore. Alors pour conclure, qu'en est-il des jeunes filles, des jeunes femmes ? On a parlé ici de l'intersection entre vieillesse et sexisme. Mais les femmes sont victimes d'agisme tout au long de leur vie, et c'est quelque chose que montre très bien le livre Vieille Peau de Fiona Schmidt, que je te recommande si t'as pas encore compris.
ma petite, mademoiselle, jeune fille, pour désigner une femme adulte, et même des expressions comme ma belle, quand on rappelle que la beauté, dans notre culture, est associée à la jeunesse. On voit bien comment, dans le vocabulaire, la jeunesse est instrumentalisée contre les femmes, pour les rabaisser, les diminuer et bien sûr les infantiliser à tout âge. À l'adolescence, on encourage les jeunes filles à grandir vite. Il n'y a pas de meilleur compliment que « tu es mûre pour ton âge », dont on tirera une grande fierté, bien entendu. Alors que les garçons, c'est des garçons, il faut laisser jeunesse se passer. Et même à plus de 35 ans, ça ne gêne personne de dire en rigolant que le mari est le premier enfant de sa femme. Ça ne l'empêchera pas d'être pris au sérieux par ailleurs. Tout ça nous montre bien que l'agisme, ça ne touche pas que les vieux. Et on s'en reparle la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode. Donc l'article du blog où je récapitule toutes les sources, plus spécialement pour cet épisode, Age Matters Realigning Feminist Thinking, Vieille peau, les femmes, leur corps, leur âge de Fiona Schmidt, 2 articles, Violence conjugale, où sont les femmes de plus de 60 ans, et l'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, l'épisode du podcast des petits frères des pauvres sur les personnes LGBT+ âgées, et les grandes oubliées de Titiou Lecoq pour l'hypothèse de la grand-mère. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!